avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à remercier la Fédération des acteurs de la compétence de nous avoir conviés à cet atelier pour présenter le plan de transformation de la formation que porte actuellement le Haut Commissariat aux compétences au sein du ministère du Travail. Ce plan de transformation constitue en effet un axe de travail que nous portons depuis plusieurs mois déjà. Et je vous propose de vous faire une présentation d'ensemble de ce plan aussi synthétique que possible pour que nous ayons du temps pour pouvoir échanger ensemble. Alors, en introduction, il me paraît utile de rappeler que ce sujet de la transformation de la formation faisait déjà partie des axes de travail que souhaitait soutenir la Haut-Commissaire aux compétences au début de l'année 2020. En effet, nous sommes convaincus que la transformation des pratiques pédagogiques est porteuse de nombreuses opportunités, à la fois pour renforcer l'attractivité des formations et donc l'accès au savoir et l'appétence, pour démystifier l'apprentissage, notamment pour ceux qui se sentent plus éloignés peut-être d'approches jugées trop académiques, pour s'entraîner sans être jugé, se former en toute sécurité, ou encore pour rapprocher la formation de lieux de vie, notamment grâce à des lieux hybrides équipés. Avec la crise sanitaire, la nécessité d'accélérer cette transformation de la formation est apparue plus que jamais centrale. En effet, en imposant une bascule à marche forcée de la formation à distance, cette dernière a mis à la fois en avant la très forte capacité d'adaptation des acteurs du secteur pour assurer une continuité pédagogique de la formation à distance, mais aussi l'existence de marges de progrès très importants en matière de digitalisation et d'hybridation de la formation. Prenant acte de ce contexte nouveau, il a été décidé assez rapidement, juste après le premier confinement, de renforcer encore les moyens prévus jusqu'à présent sur ce sujet. Un plan de transformation de la formation assez ambitieux, doté d'un budget de 300 millions d'euros, a ainsi été inscrit au plan France Relance pour à la fois soutenir la diffusion d'un modèle de formation encore plus attractif, intégrant davantage les apports des technologies digitales et immersives et de la formation en situation de travail, et pour mener des actions volontaristes pour réduire la fracture digitale. Parce que nous sommes convaincus également que ces objectifs ne pourront être atteints plutôt qu'avec l'implication et la mobilisation de tous les acteurs du secteur. Une phase de concertation a été lancée très rapidement après l'intégration de cette au plan de relance auprès des représentants d'une cinquantaine d'organisations paritaires, publiques, privées, pour tester et enrichir les pistes d'action qu'on avait identifiées au moment de la période de confinement. En complément de cette phase de concertation, on a lancé une vaste enquête en janvier 2021 auprès d'organismes de formation et de CFA pour préciser à la fois les besoins d'équipement et d'accompagnement des organismes de formation et des CFA dans leur transition numérique. Et cette étape de concertation et analyse des besoins s'est conclue par le lancement. Cette première phase de concertation s'est conclue par le lancement en mars 2021 d'un comité de suivi quadripartite qui rassemble des représentants à nouveau des partenaires sociaux, de l'État, des régions, des organismes de formation bien sûr, des ministères certificateurs et des opérateurs du ministère du Travail qui interviennent dans ce champ. Ce comité de suivi a été l'occasion de présenter le plan d'action dont la synthèse va être affichée à la slide suivante, qui constitue en fait les résultats de cette concertation. Comme vous pouvez le constater, ce plan de transformation repose sur plusieurs leviers d'intervention complémentaires qui visent à soutenir à la fois la diffusion d'innovation dans la formation, avec le lancement de l'appel à des FINUM à destination des filières et ou de réseaux d'organismes de formation, et le lancement d'une démarche pilote de création de modules digitaux et immersifs sur lesquels je vais revenir de façon plus détaillée très rapidement. À côté de ce sujet du soutien de la diffusion d'innovation, deux axes de travail complémentaires qui sont le soutien de l'activité de formation dans le cadre des tiers-lieux pour à la fois rapprocher la formation des personnes, mais aussi permettre aux acteurs de la compétence de pouvoir se rencontrer dans le cadre de lieux où ils peuvent accéder facilement à la fois à des nouvelles technologies, échanger des pratiques nouvelles, etc. Mais pareil, je vais y revenir de façon plus détaillée assez rapidement. Et troisième levier, le sujet de l'offre d'accompagnement à la digitalisation et à l'hybridation de qualité,
et du soutien de l'accès des organismes de formation à une offre à la fois de qualité et en nombre suffisante. On peut ajouter 2 leviers additionnels qui sont inscrits dans le cadre de ce plan d'action. Le sujet du soutien de la R&D et de la veille sur les innovations et la levée des verrous administratifs et contractuels à l'hybridation. Si on considère tout d'abord l'appel à projet d'hybridation, ce dernier a été lancé en juin 2021 avec une première levée de candidature qui est prévue pour fin octobre. Il est doté d'un budget de 100 millions d'euros et vise le soutien de projets qui émanent de groupements ou de consortiums d'acteurs désireux d'accélérer la transformation de la formation au travers notamment d'une intégration accrue des apports des technologies numériques et immersives, mais aussi des sciences cognitives ou encore de la formation en situation de travail. Les projets soutenus dans ce cadre doivent présenter un budget minimum de 500 000 euros avec une portée nationale et interrégionale. Une dimension forte de l'appel à projet est celle de la mutualisation des ressources avec la demande que les projets qui sont soutenus soient mutualisés au sein des groupements et des consortiums, voire pourquoi pas au-delà si c'est le souhait des porteurs de projets. On peut souligner ici que cette exigence de mutualisation de l'ensemble des ressources et des produits dont la production est soutenue via cet appel à projet renvoie en fait à la volonté de soutenir des projets qui ont des retombées assez importantes en termes à la fois de couverture, de rayonnement, d'impact sur le nombre des apprenants, mais aussi sur les pratiques pédagogiques. Et on peut souligner, je souligne ici que la portée des projets et la capacité à démontrer la portée des projets constituera un critère déterminant au moment de la sélection de ces derniers. Pour les éléments de calendrier, comme indiqué, l'appel à projet a été lancé en juin avec une première vague qui s'achève fin octobre et il est prévu le lancement tout début novembre d'une deuxième vague avec un dépôt des dossiers fin janvier et une troisième vague avec début février avec un dépôt des dossiers fin avril. Alors si on passe maintenant à la démarche pilote, l'objectif de cette démarche est de soutenir la construction de modules digitaux et immersifs à forte valeur pédagogique, à forte plus-value pédagogique, qui seraient mis à disposition de tous dans une logique de commun numérique. Alors, on peut souligner que cette démarche est très complémentaire de l'appel à projet, qui doit permettre d'accélérer la diffusion de ressources coûteuses pour lesquelles les enjeux de mutualisation sont les plus importants. À noter que la démarche est bien ciblée, il s'agit d'une démarche expérimentale qui est conduite dans une logique test and learn. L'objectif, c'est de tester des premiers pilotes pour quelques secteurs et métiers. La cible à date est la construction de ces pilotes pour une quinzaine qui seraient intégrés à une quinzaine de parcours dans des secteurs aussi variés que le secteur agricole, l'industrie, la santé et le soin, ou encore le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. C'est une démarche qui cherche à placer à chaque fois l'innovation au service de l'apprentissage. Les technologies ne doivent jamais constituer une fin en soi, mais doivent toujours être placées au service de la pédagogie. Ça, c'est un élément qui est très fortement ressorti de la concertation qu'on a menée et auquel on est particulièrement attentif dans le cadre de cette démarche et qui finalement repose sur une co-construction très forte avec l'identification des besoins d'hybridation et donc de la nature des modules qui peuvent être construits dans le cadre d'ateliers collaboratifs qui rassemblent des représentants à la fois des branches professionnelles, des formateurs, des entreprises, ce qui nous paraît une condition indispensable pour garantir la bonne appropriation de ces modules et garantir le fait qu'ils ne restent pas sur étagère. Alors, si je passe maintenant au troisième levier d'action, qui est celui du soutien de l'activité de formation dans le cadre des tiers-lieux. On peut rappeler que la crise sanitaire a mis en exergue à nouveau des besoins de lieux hybrides, émergents, pour rendre accessible
pour rendre plus accessible la formation des stagiaires et apprenants, en facilitant notamment leur accès à des ressources pédagogiques digitales. C'est des lieux qui nous apparaissent extrêmement intéressants pour lutter notamment contre les sujets de fracture numérique. Mais ces lieux constituent aussi, par essence, des leviers importants de mutualisation des équipements et des ressources coûteux qui sont parfois difficilement accessibles. Pour nous, cette action constitue ce sujet du soutien de l'activité de formation dans le cadre des tiers-lieux constitue un levier très, très complémentaire de cette logique de module construit et mis à disposition du plus grand nombre, en permettant de faciliter potentiellement l'accès à ces modules dans des lieux hybrides. Mais ces lieux constituent aussi des lieux de sociabilisation où on peut apprendre ensemble, coopérer, à la fois pour les apprenants, mais aussi pour les formateurs et pour l'ensemble des acteurs qui interviennent pour soutenir l'acquisition de compétences. Donc, l'ambition globale de cette action, qui est inscrite au plan de transformation, est de soutenir des lieux hybrides pour accueillir à la fois davantage d'apprenants, mais aussi des acteurs de la compétence. Et on peut souligner qu'un enjeu assez important dans ce cadre est de ne surtout pas chercher à normer et de faire disparaître les spécificités de ces tiers-lieux qui répondent souvent à des besoins fortement ancrés territorialement. On peut noter que ce sujet est inscrit dans le cadre d'un plan plus large qui a été construit au niveau interministériel et qui a fait l'objet d'annonces par le Premier ministre en août, en complément d'actions qui concernent notamment le soutien des services civiques ou des conseillers numériques dans les tiers-lieux, ou encore une action qui vise à renforcer le maillage national et territorial du réseau de tiers-lieux, avec lequel on a un enjeu d'articulation particulièrement important. Alors, au-delà des objectifs et des intentions, si on parle très concrètement, ce volet d'intervention doit se traduire par le lancement d'ici fin 2021, début 2022, d'appels à projets régionalisés, avec des cahiers des charges construits à partir des résultats d'une concertation spécifique qui a été conduite entre avril et juin 2021 pour bien cerner les besoins et la nature, les besoins et les missions de tiers-lieux de formation qui seraient à soutenir pour répondre aux objectifs de cette action. Alors, si on parle maintenant du sujet de l'accompagnement des organismes de formation, là, à nouveau, on peut rappeler que l'intégration de ce sujet constitue une demande qui a été fortement exprimée au moment de toute l'étape de concertation qui a précédé l'élaboration du plan d'action que je vous présente aujourd'hui. En effet, un constat partagé que la mise à disposition de ressources et de contenus digitaux immersifs seuls ne suffit pas pour réellement accélérer l'hybridation des formations. Une solution technologique, aussi pointue soit-elle, ne donne en effet pas de bonne performance en matière d'apprentissage si elle n'est pas conçue dans le cadre d'un vrai travail d'ingénierie pédagogique, ce qui peut renvoyer à une véritable transformation des pratiques de celles et ceux qui font la formation, qui doit être accompagnée. En outre, au-delà des implications sur le modèle pédagogique, la bascule d'un organisme de formation vers une stratégie de formation plus digitale et plus hybride interroge aussi l'ensemble de son positionnement stratégique et économique, mais aussi RH. C'est un processus global. Et là encore, c'est vraiment des résultats qui ressortent de la concertation et des travaux de fond qu'on a menés sur le sujet. Et qui nous a permis de dégager les contours de ce qui pourrait constituer un cadre méthodologique partagé sur la question. Là encore, très concrètement, au-delà des enjeux et des objectifs que je viens de vous énoncer, l'objectif au cours des prochains mois est de poursuivre les échanges sur le sujet pour approfondir ce cadre méthodologique partagé qui a commencé à être élaboré, garantir sa bonne appropriation de tous, mais aussi pour approfondir deux sujets qui ont été partagés et relayés par de nombreux acteurs dans toutes ces étapes de concertation, qui sont le sujet de l'accès à des aides pour soutenir l'équipement numérique des organismes de formation et CFA les plus petits, au-delà de la logique de mise à disposition de modules numériques que j'ai évoqué précédemment, et un deuxième besoin qui concerne le sujet de la mise en place d'une plateforme nationale d'information et d'orientation des organismes de formation pour renforcer la visibilité, notamment sur les aides existantes, mais qui pourrait aussi être utilisée pour mettre en visibilité les résultats des travaux de recherche qui portent sur le sujet des impacts des technologies digitales, immersives et plus largement des nouvelles pratiques de formation sur l'apprentissage
sur les apprentissages. Donc voilà, j'ai quasiment tenu le timing que je m'étais fixé pour pouvoir nous assurer des échanges. Je vous propose d'arrêter ce temps de présentation du plan pour qu'on puisse échanger ensemble. Merci Elisabeth. J'invite les personnes qui souhaitent poser des questions à Elisabeth Danzin du Haut Commissariat aux compétences à lever la main. Vous avez une petite fonction en bas de votre écran qui vous permet de lever la main et je pourrai à ce moment-là vous donner la parole. Alors pour le moment, nous n'avons pas de questions. Elisabeth, tu as été limpide. Donc l'appel à projet pour l'hybridation est en cours. Exactement. Et les autres ne sont pas encore lancés. C'est ça. Alors, très concrètement, on a 2 projets qui ont d'ores et déjà été lancés. Le sujet de l'appel à projet d'hybridation de la formation qui a été lancé en juin, avec, comme je l'indiquais, un dépôt des candidatures fin octobre. Et la démarche pilote de construction de modules digitaux immersifs pour quelques métiers et compétences identifiés comme prioritaires, qui a été démarrée également début d'année dernière et qui constitue pour le coup une démarche de plus long terme, dont on verra, je pense, de premiers résultats plutôt en début d'année prochaine. D'accord. Alors nous avons 2 personnes qui souhaitent prendre la parole. Elisabeth, je t'ai coupé, je t'en prie. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Je laisse la parole aux personnes qui souhaitent poser des questions. Je fais dans l'ordre d'arrivée. J'invite Pierre à prendre la parole de l'entreprise Jouve. Oui, bonjour Madame Danzin. Pierre Moget, Société Jouve. Ma question portait peut-être sur le calendrier. Quand est-ce que les décisions de la première vague des FINUM seront rendues et de manière opérationnelle? Vous attendez un démarrage des projets, des consortiums à quelle date? Voilà. Et est-ce que peut-être pour compléter ma question, est-ce que l'objectif est aussi de faire émerger de nouvelles compétences chez les acteurs EdTech, au-delà de compléter l'offre de formation, de stimuler le milieu des industriels du numérique au regard de ces technologies de réalité virtuelle et d'apprentissage en milieu immersif. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette question sur les éléments de calendrier. Alors déjà, un point important et que j'aurais d'ailleurs dû mentionner lors de cette présentation, c'est qu'il est prévu, l'organisation webinaire est prévue la semaine prochaine. L'information doit normalement avoir été diffusée sur la plateforme de la Caisse des dépôts. Si ce n'est pas le cas, d'ailleurs je suis preneuse de l'information, comme ça je vais relancer. Mais il y a un webinaire qui doit permettre à tous les porteurs de projets qui a pour vocation de recueillir les interrogations des porteurs de projets en amont du dépôt de la première vague. Donc, pour répondre plus précisément au sujet du calendrier, c'est un peu compliqué à ce stade de donner des éléments de calendrier très précis parce que ça va dépendre, le rythme d'instruction des dossiers et de sélection des dossiers, et donc la temporalité de démarrage des projets va dépendre du volume de projets qui vont être déposés. À ce stade, il y a eu de l'ordre de 900 candidatures, dossiers de candidature qui ont été recueillis, ce qui est assez conséquent pour ce type d'appel à projet. Mais en revanche, on a quand même une incertitude forte sur le nombre de projets qui vont être déposés dès la vague 1, parce qu'on a conscience que ce sont des projets qui peuvent être lourds à constituer. Dès lors qu'il y a une exigence de constitution de consortium et de groupement, ça peut prendre du temps.
Donc, on a une incertitude assez forte sur le nombre de dossiers qu'on aura en première vague. En revanche, l'objectif qu'on se fixe, indépendamment de tout ça, c'est que toute la phase d'instruction de l'éligibilité, de préinstruction en amont de la sélection se fasse entre fin octobre et fin décembre pour une mobilisation du comité de sélection en janvier. Concernant la deuxième question, qui est celle de l'émergence de nouvelles compétences chez les acteurs de la formation et de stimuler le milieu. Merci beaucoup de cette question parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est bien un enjeu indirect, une retombée indirecte qui est recherchée à travers cet appel à projet et à travers l'exigence de constitution de groupements et de consortiums. Une intuition qu'on a et qui semble être confirmée par les retours de terrain qu'on peut avoir suite au lancement de l'appel à projet, c'est que des collaborations nouvelles entre acteurs peuvent être de nature à favoriser l'émergence d'innovations pédagogiques et c'est aussi quelque chose qu'on cherche à soutenir. De la même façon, derrière l'exigence de réponse en consortium et en groupement, il y a aussi un souhait de favoriser les décloisonnements des approches entre formation initiale mais aussi formation continue et plus largement entre les différents acteurs dont les expertises peuvent utilement se compléter pour proposer les modalités pédagogiques les plus performantes et les plus innovantes. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos deux questions. Est-ce qu'il y avait une autre demande d'intervention ? Oui, une autre demande d'intervention. Frédéric de la société Learnatech qui lève la main. Et puis, merci Elisabeth pour avoir donné cette réponse. N'hésitez pas à lever la main pour avoir des précisions. Si la réponse, vous souhaitez approfondir cette réponse, vraiment n'hésitez pas si vous souhaitez relever la main. Frédéric. Frédéric. Oui. On vous entend. Bonjour à tous et toutes. Merci. Donc merci de me donner la parole. Sur la dernière partie du dispositif, par contre, est-ce que vous avez plus de précisions sur le timing en fait, à quel moment il y aurait quelque chose de mis en place, sachant que c'est déjà des choses qui sont sur le terrain, enfin nécessaires, parce qu'il y a déjà eu pas mal d'accompagnement, notamment pendant le confinement l'année dernière, mais il faut continuer, je pense, parce qu'il y a beaucoup de travail à ce sujet-là. Je comprends que vous, merci de cette question, je comprends que vous parlez du volet accompagnement des organismes de formation. C'est ça, oui. Ouais, alors sur ce troisième volet, on a bien conscience qu'il y a des besoins dès maintenant. Toutefois, on est aussi conscient du caractère stratégique de cette dimension et des enjeux d'articulation avec tout ce qui existe d'ores et déjà. Nous, ce qu'on souhaite faire pour s'assurer de la mise en place d'actions les plus pertinentes possibles et les mieux articulées possibles avec ce qui est d'ores et déjà porté, et je pense à des actions qui sont portées par les régions notamment, mais pas que. L'objectif, c'est se donner jusqu'à décembre pour continuer à approfondir le sujet, y compris du point de vue opérationnel, pour qu'on puisse espérer lancer les premières actions en début d'année. Mais on assume de se laisser le temps de la réflexion pour construire les réponses les plus appropriées. Merci. Ça répond à votre question, Frédéric ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, je donne la parole à Coralie. Coralie, on vous écoute pour une question, je crois, sur les petits organismes de formation. Oui, c'est ça, c'est peut-être dans la continuité de ce qui vient d'être dit, pour l'accompagnement dans la digitalisation des petits OF. Qu'est-ce qui va être mis en place ou quelles aides sont déjà à disposition?
C'est ce que sur ce volet-là, en fait, nous, l'objectif, c'est de pouvoir lancer en début d'année prochaine des actions qui permettraient de compléter, faire effet levier sur des démarches d'ores et déjà lancées pour soutenir l'accès des organismes de formation à une offre d'accompagnement à l'hybridation et à l'hybridation de la formation. Derrière cette offre, nous, telle qu'on l'imagine, en tout cas, c'est ce qui est ressorti de la concertation. La cible, ce serait plutôt le soutien d'une logique un peu d'offre à la carte, avec une dimension opérationnelle assez forte, de façon à être très adapté à pouvoir s'adapter à l'hétérogénéité des besoins qui existent, parce qu'on sait qu'il y a une hétérogénéité forte en fonction notamment du niveau de maturité du niveau de maturité sur l'intégration du digital à la formation. Au niveau de maturité, c'est peut-être pas le bon terme, mais niveau de pratique. Dans ce qui existe, je pense que je ne vais pas pouvoir vous faire dans ce cadre une exposition de l'intégralité des actions qui existent dans ce domaine, mais il y a eu plusieurs régions qui ont lancé des appels à projets à destination d'organismes de formation souhaitant être accompagnés pour accélérer l'hybridation de la formation. Je laisserai peut-être Geoffroy Vignol aussi compléter avec le dispositif qui a été soutenu notamment par la Fédération des acteurs de la compétence. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que là, dans les prochains mois, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'approfondir le besoin pour construire un cadre méthodologique partagé avec un déploiement de premières actions en bonne articulation avec ce qui existe. Mais je vous reverrai peut-être la question sur vous, ce que vous pourriez attendre au regard de ce qui existe d'une action en soutien de l'accompagnement. Oui, du coup, nous avons des porte-paroles, j'imagine, dans votre groupe quadripartite, des petits OF également? Oui, bien sûr. On a une forte attention à avoir une pluralité d'acteurs présents. Bien. Merci. Je prends pour Elisabeth pour témoin. La question des petits organismes de formation est une question qui a été au cœur de toutes les prises de parole de la Fédération dans les phases de concertation. Je partage. Et confirme. Alors, nous avons... Coralie, est-ce que vous avez une réponse à votre question? Oui, très bien, merci. Merci. Alors, je donne la parole à Sylvie. Sylvie, on vous écoute? Tu m'entends, Geoffroy? Oui, je t'entends. Bonjour Sylvie. Bonjour, Sylvie Petitjean, dirigeante de Crêpes de formation et présidente des acteurs de la compétence en Occitanie. J'avais une question en deux phases pour faire suite à ce qui a été dit sur les petites et moyennes entreprises de formation. Est-ce que dans le cadre d'un de vos volets, vous envisagez l'aide à l'investissement? Parce que pour la digitalisation, les entreprises de formation ont besoin de se doter de matériel et puis également de nouvelles compétences qu'elles n'ont pas forcément aujourd'hui. Et ma deuxième question, comment va s'articuler le plan d'accompagnement dans le troisième volet que vous avez présenté avec ce qui se passe déjà au niveau régional et le plan de modernisation de l'appareil de formation qui est mis en œuvre par les conseils régionaux? Merci. Merci de votre question. Sur la première question, c'est ce que j'indiquais lorsque j'ai pris la parole, de la concertation est ressorti fortement. À côté de ce sujet du soutien de l'accès à une offre d'accompagnement à l'hybridation, le besoin d'aide pour les organismes de formation de petite et moyenne taille pour accéder à l'équipement numérique, que ça prenne la forme de ressources pédagogiques ou d'outils permettant de faciliter la mise à distance de la formation. Et c'est ce que j'indiquais. Nous, on a bien entendu
ce besoin. Et là, ce qu'on a annoncé dans le cadre du dernier comité de suivi quadripartite qui permet de piloter ce plan, c'est la poursuite des travaux sur le volet accompagnement, mais aussi sur cette question. Donc là, j'ai bien conscience du caractère un peu frustrant parce que je sens que c'est ce dernier volet qui suscite un intérêt particulièrement important. Mais c'est justement sur ce dernier volet et pour assurer une bonne articulation avec ce qui est fait notamment par les conseils régionaux que l'on souhaite poursuivre les travaux au cours des prochains mois. En revanche, sur le sujet de l'articuler avec les conseils régionaux, nous, ce dont on est convaincus, c'est que c'est pas un volet qui doit être porté au niveau national. L'idée, c'est plutôt de venir compléter, abonder des actions d'ores et déjà portées au niveau régional. En diffusant les résultats de la concertation et ce qui constituerait un cadre méthodologique et des besoins partagés en matière d'accompagnement. Sylvie, est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Je voulais juste rajouter quelque chose. Je pense que c'est d'autant plus important que les régions aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre elles, qui envisageaient de nous accompagner au niveau des aides à l'investissement, ce sont des projets qui sont en stand-by parce que les régions ont beaucoup contribué à l'aide économique des secteurs pendant la crise Covid et n'ont pas forcément n'ont plus forcément de budget disponible. Par contre, si l'argent que vous allez faire transiter par les régions, vous articulez avec les régions, pouvait plutôt porter sur l'aide à l'investissement que l'aide à l'accompagnement dont on bénéficie pour un certain nombre déjà de la part des régions, ce serait fantastique. Merci. Merci à vous. Alors, je me permets de compléter aussi qu'il y a un enjeu d'articulation avec les conseils régionaux bien entendu, mais aussi avec Acto, l'OPCO, dont relèvent les organismes de formation. Et pour répondre aussi à l'invitation d'Elisabeth pour parler du programme d'investissement d'avenir que porte la Fédération des acteurs de la compétence, d'ailleurs avant la transformation d'Opcalia en Acto, qui vous permet de cofinancer la définition de votre stratégie de digitalisation. Donc on est sur un volet conseil en stratégie de digitalisation pour vous donner un cap, les outils, les étapes et ensuite la mise en musique de ce plan de transformation. L'idée c'est que ce soit les autres acteurs qui prennent le relais. Frédéric, vous souhaitiez reprendre la parole. Frédéric, est-ce que vous pouvez lever la main? Oui, merci. Je vous redonne la parole. Désolé. Là, par rapport à ce qui a été dit, hein, par expérience, ça fait maintenant 10 ans que j'accompagne des organismes de formation dans le digital. En fait, il y a deux choses, c'est que les projets, en fait, c'est pas simplement basé sur un outil. Et les 3/4 du temps, ce qui va manquer, et là, il y a un poste qui est passé sur ce sujet et qui est hyper important, effectivement, c'est surtout le temps, en fait, pour les OF, en fait, à créer des contenus, à se mettre, à créer leur formation. Et ça, du coup, au niveau de l'accompagnement, je pense que c'est vraiment un point qui est hyper important. Parce que le conseil, la formation, ok, mais après, il faut vraiment en fait s'approprier tout ça et pouvoir avoir le temps de le faire. Et souvent, que ce soit des CFA ou des petits OF, c'est vraiment en fait un temps qui manque parce que d'origine, hein, toutes les personnes qui sont employées, elles ont déjà un métier et elles n'ont pas le temps de faire ça en plus du reste. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à creuser peut-être en termes d'emploi, ce qui irait bien aussi avec les problématiques de chômage. Pour pouvoir créer des postes assez facilement pour amorcer en fait ce virage et après en faire en fait des postes qui soient à part entière une partie de l'organisme de formation. Merci de cette remarque et c'est vrai que dans le cadre des travaux qu'on a pu mener a été très fortement mis en avant la nécessité d'avoir une dimension très opérationnelle. Que la dimension opérationnelle de l'accompagnement a été extrêmement importante pour à la fois
tester, enfin, c'est un peu à côté de ce que vous dites, hein, parce que vous évoquez le temps nécessaire pour créer les contenus intégrés à ces stratégies hybrides et digitales de formation. Mais ça fait écho à cette dimension très opérationnelle qui apparaît comme étant pertinente pour avancer sur ces sujets, pour permettre aux organismes de formation, aux formateurs, de tester concrètement ce que ça donne, qu'est-ce que ça implique en termes de temps, quelles sont les difficultés attachées à la mise en place de ces nouvelles stratégies pédagogiques et gagner ainsi en autonomie. Si je peux juste ajouter un point, il y a un poste qui est intéressant là, sur lequel on a beaucoup buté, alors notamment l'année dernière pendant les accompagnements, en fait, pendant la phase Covid, c'est en fait les vacataires. C'est-à-dire qu'en fait, comment beaucoup d'organismes de formation emploient des vacataires, et former les vacataires, ça a juste été en fait la croix et la bannière, parce que ils font pas partie des plans de formation. C'était des gens clairement qu'on a formés sans se faire payer quelque part, parce que sinon en fait ça marchait pas, quoi. Il y avait forcément des formateurs qui étaient mis sur la touche, quoi. Donc là pareil, peut-être, je sais pas s'il y a des choses qui ont été prévues, ou est-ce qu'il y a des réflexions à ce sujet. Alors, Elisabeth, je te laisse répondre et ensuite je passerai la parole à Pierre. En revanche, je suis navrée, ça a été coupé un instant, donc j'ai pas entendu la fin de votre question. Je parlais en fait de la formation des vacataires principalement qui sont employés par les organismes de formation, c'est-à-dire qui ne font pas partie au final du personnel de l'organisme, donc qui ne bénéficient pas en fait des financements typiquement Acto derrière. Oui, ça c'est un sujet qui nous a bien été relayé, on l'a bien en tête. Là, je peux pas j'ai pas de réponse concrète à apporter, mais en revanche, on l'a bien en tête et c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on intègre. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Pierre, vous avez la parole. Et Pierre Auger, Société Jouve. Voilà, je voulais poursuivre un peu dans le sens de ma première question. Est-ce que vous entendez faire un lien avec les initiatives de la Commission européenne en matière de réalité virtuelle? Je pense notamment à XR for All. Et est-ce que l'objectif de cet appel à projet est aussi de faire émerger peut-être de nouveaux champions en matière de réalité virtuelle et adaptés au secteur de la formation professionnelle? Et quel lien vous faites entre cet appel à projet Definum et peut-être les politiques technologiques qui sont menées au niveau européen dans ce secteur? Je vous remercie. Merci de cette question. Alors déjà un des premiers. Alors oui, effectivement, ça fait partie des. Le soutien de l'ensemble de ce qui est souhaité au travers de l'appel à projet, mais d'ailleurs également au travers de la démarche de module, la démarche pilote de construction de modules digitaux immersifs, c'est aussi de permettre de soutenir les acteurs de la filière, soit en soutenant financièrement des constructions, des projets dont ils ont l'initiative. Mais aussi en permettant, et là je pense à la démarche pilote, de créer de nouveaux marchés, parce que l'idée de cette démarche pilote, c'est aussi de favoriser une appétence et une envie d'utiliser davantage ces modules, ce qui, in fine, devrait être de nature à augmenter la taille du marché pour ces modules digitaux et immersifs. Sur le lien avec la stratégie européenne, oui, effectivement, et ça c'est un axe sur lequel il faut qu'on avance encore. Déjà, en fait, très concrètement, nous on a une articulation aussi à bien assurer avec les actions qui sont portées par le secrétariat général pour l'investissement au travers de ces stratégies d'accélération, parce qu'en fait c'est des stratégies d'accélération qui visent à soutenir l'émergence de filières, à soutenir le déploiement et la consolidation de filières dites stratégiques pour l'économie. Et parmi ces filières stratégiques, il y a le sujet des EdTech qui est embarqué au travers de la stratégie enseignement et numérique. Donc là, on a aussi un lien une articulation qui est d'ailleurs d'ores et déjà faite avec le SGP avec lequel on travaille très régulièrement pour faire un effet de levier maximal
en soutien de la filière dans son ensemble. Mais sur le lien avec la Commission européenne, là, ça fait partie des choses sur lesquelles j'aimerais bien qu'on puisse avancer, enfin sur lesquelles nous souhaiterions au sein du Haut-Commissariat pouvoir avancer assez rapidement. Merci beaucoup de votre réponse. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que je vois qu'on est à 3 minutes l'échéance de cet atelier. Peut-être, Elisabeth, je me permets une question pour clore cet atelier, effectivement, puisque nous avons ensuite un atelier qui va débuter à 15h avec la Caisse des dépôts et consignations sur mon compte formation avec un focus sur les abondements. Moi, une question de calendrier, encore une fois. Donc, on sait que l'appel à projet sur l'hybridation est en cours, qu'il y a plusieurs vagues, qu'on est dans la première, et qu'il y aura une seconde vague de prévue. Sur les autres projets d'accompagnement, notamment, et sur les tiers-lieux, est-ce qu'on connaît un petit peu le calendrier de lancement de ces programmes? Pour le tiers-lieu, par exemple, est-ce qu'on... Pardon. Oui, alors non, mais merci de cette question. Sur le volet tiers-lieu, la cible, c'est que de premiers appels à projets puissent être lancés en fin d'année, début d'année prochaine. Ça, c'est notre objectif. Et sur le volet accompagnement, c'est ce que j'indiquais. Là, on approfondit les travaux pendant les prochains mois avec comme cible le lancement d'actions concrètes en début d'année prochaine. Et ça serait sur l'accompagnement. Donc, on a bien compris que les tiers-lieux, ça serait a priori un appel à projet, donc fin d'année, début d'année prochaine. Sur l'accompagnement, ça passerait par les conseils régionaux? C'est ça la cible, oui, exactement. Enfin, c'est ça ce qu'on dit. D'accord. Oui, donc, tout serait confié entre les mains des conseils régionaux. Alors, l'intégralité sur le volet accompagnement, ce qui ressortait de la concertation, c'est 3 besoins distincts. À la fois le sujet de l'accompagnement en tant que tel. Et ça, nous, mais encore une fois, les travaux doivent se poursuivre, mais ce qu'on a en tête, c'est quand même plutôt que ça soit confié aux conseils régionaux. Et c'est ce qui a été, c'est la cible. En revanche, sur les 2 autres volets, le sujet du soutien des aides à l'équipement numérique et le sujet de la mise en visibilité des aides existantes, pour le coup, il nous semblerait plus pertinent que ce soit un portage, peut-être plutôt national, mais pareil, avec un souci d'articulation avec ce qui est fait au niveau régional très fort. D'accord, c'est très clair. Est-ce que c'est clair? De mon point de vue, c'est suffisamment clair. S'il y a une ultime question de la salle, le premier qui lève la main aura la parole, puisque nous clôturons dans 1 minute cet atelier. Pas de prise de parole. Écoute, Elisabeth, je te laisse le soin de donner le mot de la fin pour conclure. Eh bien, je vais être très brève. Merci à nouveau de m'avoir laissé l'occasion de présenter ces différents axes de travail sur lesquels on avance en ce moment. Merci de vos questions et des réflexions qui sont de nature à enrichir encore les réflexions qu'on porte et à faire en sorte que les actions qu'on déploie soient les plus adaptées et répondent le mieux aux besoins du secteur. Donc, merci de nous avoir donné l'occasion de cet échange aujourd'hui.